Bonjour à tous, donc rebonjour. Là, maintenant, nous accueillons un groupe composé d'élèves de deux lycées de San Francisco, FAIS et le lycée français de San Francisco. Donc, on va accueillir Kavi, Anatole, Clément, Joseph et Chloé, qui ont travaillé sur le jeu du Caporal Talbot. Alors, il s'appelle Talbot ici. Vous allez voir, c'est un joli sujet qui amène plein de questions de stratégie. Alors, on va leur laisser la parole. À vous et faites-nous découvrir ce jeu. À vous. Nous allons vous présenter le jeu du Caporal Talbot. Donc, les règles du jeu. Ce jeu est un jeu qui se joue à deux. Chaque joueur dispose d'une armée de 12 soldats qu'il faut répartir sur 3 terrains en suivant ces règles. Le nombre de soldats placés sur le terrain A doit être inférieur ou égal au nombre de soldats placés sur le terrain B, et le nombre de soldats sur le terrain B doit être inférieur ou égal au celui du terrain C. Sur chacun de ces terrains, les soldats de chaque joueur s'affrontent et gagnent à chaque fois qu'ils ont en supériorité numérique. On suppose qu'une victoire rapporte 1 point, un match nul 0 et une défaite -1. Donc, si on fait une partie exemple, le joueur 1 choisit la composition 2, 3, 7, ce qui fait 12 soldats en total. Et puis, un deuxième joueur va choisir la composition 1, 5, 6. Et donc, si on regarde le champ de bataille A, le joueur 1 gagne, le champ de bataille B, le joueur 2 gagne, et le champ de bataille C, le joueur 1 gagne. Donc, en total, ça fait que le joueur gagne 2 champs et le joueur 2 gagne 1 champ. Donc, c'est le joueur 1 remporte le match. Et donc, on se demande, si on suppose que l'adversaire joue au hasard, quelle est la stratégie dominante à utiliser afin d'optimiser nos chances de gagner? Donc, en premier, on a utilisé un démarrage qui n'était pas trop mathématique. On a juste trouvé toutes les différentes options possibles, toutes les différentes stratégies possibles. Donc, dans ce tableau, vous pouvez voir toutes les différentes stratégies. On a 4-4-4, 3-4-5, etc. On a toutes sortes de différentes stratégies qu'on pourrait utiliser dans ce jeu. En total, il y a 19 différentes stratégies. On a juste, pour chaque stratégie, on a mis contre toutes les autres stratégies pour trouver le nombre de victoires que ça remporte, le nombre de pertes et le nombre d'égalités. Donc déjà, on a, avec seulement ces valeurs-là, on a une réponse à cette question initiale de la meilleure stratégie, mais ce n'est pas une très belle solution à cette question. Donc, on a développé plus. Donc, après qu'on a trouvé toute cette solution, on a décidé de créer un programme Scratch pour simuler cette jeu de Caporal Talbot. Donc, en premier, la première chose qu'on devait faire est de créer une simulation pour avoir l'hasard, avoir l'opposant qui joue au hasard. On devait simuler ça en premier. Donc, la façon dont on l'a fait, c'est qu'on a choisi A-bot, B-bot et C-bot. Donc, A-bot, c'est le premier terrain, B-bot, c'est le deuxième terrain et C-bot, c'est le troisième terrain. On a fait un petit accident, c'est qu'on le premier terrain, on a mis 12, qui est le plus grand nombre, au lieu du plus petit nombre. C'était un peu trop tard de changer, mais ça ne change pas trop les résultats. Donc, ce qu'on a fait, c'est que A-bot choisit un nombre au hasard entre 0 et 12. Donc, ça peut être 0 et 12, donc ça peut être même 0. Mais le problème, c'est qu'on veut que ça, c'est le plus grand nombre. Donc, on va mettre cette condition en haut. A-bot doit être plus grand que B-bot ou égal à B-bot. Donc, même si ça donne une stratégie qui ne marche pas dû aux règles du jeu, ça va répéter jusqu'à que cette stratégie est une stratégie possible dans les règles du jeu. Après, ce qu'on a fait dans le code Scratch, c'était plutôt simple. Le joueur choisit leur propre terrain, le nombre de pièces qu'il met dans chaque terrain, et après, ça compare les deux résultats et ça donne les réponses qu'on veut. Si on le répète, on a répété presque 100 000 fois, qui nous donne une réponse très précise.
Alors, nous avons installé plusieurs différentes variables afin de bien mesurer les différentes batailles entre les différentes stratégies. Alors, bien sûr, le joueur joue contre le robot. Et alors, on peut voir ici en haut à droite la stratégie qui va être employée par le joueur et en haut à gauche la stratégie employée par le robot. Alors, on peut voir ici dans l'exemple que la stratégie employée, ça va être 5, 5 et 2 pour le joueur. Et pour le robot, dans cette itération, ça va être 11, 1, 0. Alors, comme le robot joue au hasard, on essaie de mesurer en fait le nombre de fois que va gagner le joueur qui utilise une stratégie particulière dans un certain univers. Ici, on a choisi 100 000 matchs à utiliser pour comparer les différentes stratégies. Alors ici, on a fait 100 000 matchs avec la stratégie 5-5-2 et on a mesuré les différentes statistiques qui concernent cette stratégie. Alors, on peut voir déjà dans le Player Total Point Count, le nombre de champs gagnés. Alors, c'est le nombre de fois que, par exemple, le A-player a battu le A-bot. Alors, c'est le nombre de champs qu'on a gagné. Alors, sur 100 000 matchs, on a trouvé environ 168 000 champs gagnés avec cette stratégie. C'est-à-dire qu'on a en fait eu 300 000 affrontations dans les champs et que sur ces 300 000, on a eu environ 168 000 gains. Ensuite, on a le Player True Point Count. Alors, c'est le nombre de points après toute simulation, après 100 000 matchs, combien de points le joueur a en utilisant cette stratégie. Alors, on voit ici qu'après les 100 000 matchs, le joueur qui choisit 5-5-2 contre le robot va avoir environ 65 000 matchs gagnés. Alors, 65 000 points. Ensuite, on a le score de gain. Alors, on peut voir ici le nombre de matchs gagnés au total. Alors, on peut voir avec cette stratégie que le joueur a gagné 71 000 matchs sur 100 000. Et on a ensuite converti ceci dans un pourcentage qu'on a comparé avec les autres stratégies. Et on a ensuite eu le Total Loss Counter. Alors, c'est le nombre de fois qu'a perdu cette stratégie contre le robot. Alors, ici, on a vu que dans les 300 000 matchs de chaque champ, ou au total, avec tous les champs, on a eu 103 000 matchs perdus pour cette stratégie. On peut voir en bas à droite le nombre total de rounds. Alors, c'est 100 000 matchs au total. Et on a même mesuré le nombre d'égalités qui va aussi jouer sa part dans les mesures de la stratégie dominante. On a fait quelques observations également. On peut voir que par exemple, en mesurant le bot True Point Counter, le nombre de points que finit avec le robot, on voit que c'est environ 65 000, ce qui est l'inverse ou l'opposé du nombre de points avec lequel a fini le joueur. Alors, on a utilisé toutes ces statistiques afin de mesurer et comparer les différentes stratégies. Et on a fini avec ce tableau-là qui nous montre les différentes stratégies et les compare. Et on a trouvé qu'en fait, la stratégie dominante était d'utiliser deux soldats dans le premier champ, 5 soldats dans le deuxième et 5 encore dans le troisième. On a observé, comme on a vu avant, environ 65 000 points et un pourcentage de victoire d'environ 71%. Alors, ce qui est vraiment important ici, c'est de prendre en compte le nombre de points, ce qui est soi-disant plus important que le pourcentage de victoire, car c'est vraiment la stratégie avec le plus de points à la fin qui va être la plus effective quand on joue contre, ou la plus efficace quand on joue contre le robot. Alors, la question supplémentaire, c'était, une fois qu'on avait trouvé cette stratégie dominante, comment pouvait-on la battre? Alors, comme c'est une stratégie dominante, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour la battre, mais nous avons trouvé qu'il y a deux différentes stratégies pour gagner contre 2-5-5. Et les deux stratégies sont 0-6-6 et 3-3-6. Alors, nous pouvons comparer nos résultats avec le second groupe qui vont venir. Ici. Oh. Hey, qu'est-ce que vous faites? Du coup, nous, on a commencé d'une manière assez proche d'eux en testant toutes les différentes possibilités, mais en fin de compte, on a voulu trouver une solution plus générale en fonction du nombre de soldats et de terrain. Donc,
on a commencé avec, en créant un programme Python qui, au lieu de simuler le jeu, a fait tout simplement directement tester chaque arrangement, ce qu'on appelle des combinaisons de différents soldats dans différents champs, contre tous les autres, leur attribuant chacun un score, et puis on a choisi celui avec le meilleur score, et en fait celui qui va battre les autres la majorité du temps. Et c'est important à noter que la façon que l'autre groupe l'a fait, c'est qu'ils ont choisi leur premier nombre de soldats sur le terrain aléatoirement, et puis le prochain, alors que nous, on a choisi de tous les possibles combinaisons aléatoirement. Et donc, les probabilités changent. C'est juste deux façons de jouer différentes. Like, aléatoire, ça peut vouloir dire deux choses différentes. Et donc, nous, c'est juste, on choisit, on donne une probabilité égale à tous les arrangements au lieu de l'autre façon. Effectivement, ça démontre une certaine imprécision dans la question parce qu'il y avait ce vague-là sur qu'est-ce que ça veut dire de jouer arbitrairement. Enfin, on a commencé donc là avec 12 soldats, 3 terrains. Donc c'était assez, puisqu'on peut assez facilement dénombrer tous les arrangements et trouver leur score. On a trouvé assez rapidement que l'arrangement était, enfin ici c'est écrit 5-5-2, mais ça devrait être 2-5-5. Ensuite, on a fait un autre code en fait qui est assez similaire, mais qui permet d'entrer un nombre de soldats et donne l'arrangement, enfin le meilleur arrangement sur 3 terrains. Donc je pense qu'on peut le voir. Ah, bon. En fait, c'est quasiment la même chose, juste avec un petit peu plus général. Et ce qu'on a remarqué là, c'était que ce qu'on retrouvait comme meilleur arrangement, c'était toujours de la même forme, c'est-à-dire les deux derniers terrains avaient toujours un nombre égal de soldats, et puis le premier avait un nombre un petit peu inférieur de celui-là. Donc, on a remarqué ce phénomène que les deux derniers terrains étaient égaux, et on a voulu trouver pourquoi. Parce qu'on avait un sorte d'algorithme pour le trouver où on égalise on met le premier terrain à environ un quart et puis on égalise les deux suivantes. Mais on a voulu le prouver et trouver quelque chose d'un peu plus rigoureux. Donc, on a pensé à passer par les probabilités et on a eu quelques aperçus importants. D'abord, c'est qu'on a des ressources limitées parce qu'on a seulement, dans l'exemple, 12 soldats. Et donc, il faut les utiliser efficacement. On a remarqué que le troisième terrain, qui est celui qui a le plus de soldats, est le moins efficace parce qu'il faut utiliser plus de soldats pour gagner, puisque, par exemple, la façon de gagner tout le temps sur le troisième terrain, c'est de jouer 12 soldats. Mais c'est tous vos soldats. Et donc, pour la première terrain, la façon de gagner tout le temps, c'est de jouer 4 soldats. Et donc, en effet, le troisième terrain est le moins efficace et le premier est le plus efficace. D'où l'égalité entre le deuxième et le troisième, parce que si on met le deuxième et le troisième terrain égaux, c'est-à-dire que le troisième terrain est minimisé le plus possible. Et on a aussi remarqué que si un des terrains, s'il y a un équilibre dans seulement une des terrains, tout le match est un équilibre. Et puis, l'image à droite, c'est les probabilités que si on nomme A, B et C, le nombre de soldats sur le premier, le deuxième et le troisième terrain respectivement. Là, ce sont les probabilités que A égale une constante, que B égale une constante et que C égale une constante. Mais c'était très, très compliqué. Et on a aussi remarqué que même avec ces probabilités, on a encore besoin de tester toutes les combinaisons de façon systématique, et donc ce n'était pas trop différent du Python. Du coup, c'était notre première manière d'essayer de dépasser cette espèce de juste tester. La deuxième manière, en fait, on y a pensé quand on essayait encore de trouver, de faire un code qui pouvait, on lui donnait un nombre de terrains, un nombre de soldats, il donnait la meilleure combinaison. On n'a pas réussi à faire ça, mais on a eu l'idée de représenter géométriquement le nombre de soldats. Donc, en fait, on peut visualiser 3 dimensions. Ça tombe bien, on a 3 terrains à utiliser. Du coup, on peut faire un plan en fait, qui a l'équation x plus y
le Z est égal à 12, par exemple, le nombre de sodas. Et ça représente en fait tous les possibles toutes les possibles combinaisons, tous les différents nombres qu'on pourrait mettre dans chaque terrain pour que la somme de chacun, pour que la somme du nombre de sodas soit égale à 12. Et ça, géométriquement, c'est assez intéressant. Puis, il faut... évidemment, on ne peut que mettre un nombre positif de soldats dans chaque terrain, donc on n'utilise que la partie de ce plan qui se trouve dans la partie positive du repère. Donc, ça fait cette espèce de pyramide-là qu'on voit en rotation. Puis, il faut encore raffiner l'espace, le plan de représentation. Non, parce qu'il faut que X soit inférieur à Y, Y inférieur à Z, et bien sûr X inférieur à Z, parce qu'on va nommer les 3 terrains X, Y et Z. C'est juste quelque chose qu'on a choisi assez arbitrairement. Mais ça, c'est utile parce que d'abord, tous les points, on les voit là, sont tous les points qui appartiennent à ce triangle violet. C'est leurs coordonnées forment tous les arrangements possibles de points. Et puis, ça nous permet de visualiser où ils gagnent, où ces combinaisons vont gagner ou perdre. Donc on a remarqué qu'il y avait certaines zones sur ce triangle où on gagne. Donc, si on met le point central, notre joue, les zones bleu foncé sont là où on gagne contre ces joues, et les zones bleu clair sont là où on perd, parce que à cause des inégalités qui définissent la triangle, c'est comme ça que ça marche. Et donc, si on maximise les aires foncées, on minimise les aires bleu clair, alors on maximise les points qu'on a avec un joue. Et c'est aussi là on passe, on ne parle plus des entiers, on parle des décimales, puisqu'on ne savait pas comment les représenter graphiquement en utilisant seulement les entiers, mais ça nous donne quand même des indices au nombre entier. Et donc, pour trouver pour trouver le joue où ça maximise ses aires, on a trouvé géométriquement, juste en déplaçant sur GeoGebra et regarder les valeurs, mais ce n'est pas trop rigoureux. Donc, on a essayé d'utiliser de l'algèbre en utilisant les produits vectoriels pour trouver l'aire des triangles en fonction de notre joue, de notre combinaison. Mais l'algèbre est beaucoup trop compliqué pour être utile à nous. On peut voir les photos de ça et ça nous donne des équations qui ne rentrent pas sur la page. Et donc, on n'a pas réussi à le faire algébriquement, seulement visuellement sur GeoGebra. Mais puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin de toute cette algèbre. Parce que ce triangle qu'on a, ce triangle de toutes les combinaisons possibles, si on fait augmenter n ou on fait diminuer n, c'est toujours le même triangle quand même. C'est juste, c'est des triangles similaires. Du coup, le meilleur point sur l'un, ça va être proportionnel, placé de manière proportionnelle à la meilleure combinaison sur les autres. Du coup, si on a résolu la maximisation des aires dans un cas, on peut le généraliser à tous les autres cas de ce même nombre de terrains. Et puis, et c'est la même chose si on a 4 terrains, alors on trouve il faudrait utiliser 4 dimensions, mais on pourrait le résoudre dans un cas particulier et puis le généraliser à tous les autres nombres de sodas possibles. Du coup, voilà, là, sur l'animation, on voit le problème qu'on a rencontré là, c'est que en ne plus utilisant des nombres entiers, en utilisant des décimales, on avait perdu de l'information et donc ça devient difficile de revenir à des nombres entiers. Et donc, si on dessine la droite qui passe par tous les réponses décimales qui sont optimales, on obtient un droite qui ressemble à ça. Et donc,
en utilisant cette droite, on aurait pu trouver tous les réponses optimales. Et la droite est un peu estimée parce qu'on n'a pas pu trouver algébriquement les meilleures réponses. Et donc, on a dû juste déplacer le point sur GeoGebra pour que l'air était maximisé. Donc, ce n'est pas hyper précis, mais c'est plus ou moins vrai. On a aussi remarqué des sortes de suites donc là, on a les meilleurs, on a le nombre de soldats par terrain ABC des meilleures combinaisons. On remarque que le B et le C sont complètement égaux après les premiers nombres de soldats. Donc après environ 5 soldats, c'était toujours le même. Et que la valeur du premier terrain, c'est environ 2 sur 9 fois le nombre de soldats. Et donc, si quelqu'un vous dit avec un tel nombre de soldats, donnez-moi la réponse optimale, on dirait que on met 2 sur 9 fois le nombre de soldats pour le premier terrain et puis on égalise les deux terrains ensuite. Et donc là, c'est le petit algorithme mental qu'on peut utiliser. Ouais, je pense que c'est ce graphique de suite, enfin de ces courbes quasi régulières, mais pas complètement régulières, ça résume vraiment tout le problème parce que c'est à cause du fait qu'on n'est pas dans un contexte continu mais discret, parce qu'on utilise des nombres entiers uniquement. Tout est presque régulier, mais pas complètement, ce qui est toute la difficulté du problème. Et du coup, on n'a pas trouvé de formule facile à cause de ces difficultés d'arrondir, mais on a trouvé un algorithme qui, ne donne pas forcément le meilleur des combinaisons, il va donner une combinaison assez performante qui va permettre d'avoir un score assez élevé. Du coup, c'est ce qui vient d'être décrit. On prend 2/9 du nombre de soldats duquel on dispose, et c'est ça le premier terrain. Et puis, on fait tel que les deux autres terrains puissent avoir un nombre égal de soldats. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout, merci. Oui, merci à vous. Attendez, on a des petites questions pour vous. Prolonger un peu cette très belle présentation. Bravo, vous êtes très complémentaires. Vous avez abordé ce jeu de façon très pertinente. Alors, je vais revenir juste sur des questions précises. Les deux groupes sont encore là, hein, c'est ça? Oui. Oui, super. Donc, on a la présentation, on a plutôt la fin. Est-ce que pour tous les gens là qui vous suivent, vous êtes allés rapidement parce que vous maîtrisez très très bien votre sujet, est-ce que vous pouvez revenir sur votre présentation en 3D avec ces magnifiques, hein, ces plans qui se coupent et voilà. Encore un peu avant, vous pouvez expliquer comment vous l'avez construit? Juste le tout début pour que, voilà, un peu c'est la première. Voilà, pour que tout le monde parce que vous parlez, voilà, celle-ci. Expliquez-nous doucement, elle est très jolie et expliquez-nous comment vous avez construit ça. Quels sont les plans qu'on voit et finalement, vous êtes allé très vite et on a peut-être perdu de l'information. À vous. Oui, d'accord. Donc, du coup, on a commencé par dire que le nombre de soldats dans chaque terrain, ça doit être égal à une constante. Du coup, si on modélise le nombre de soldats dans chaque terrain par le nombre sur un axe, donc l'axe X, l'axe Y ou l'axe Z, on peut l'utiliser et il y a un plan qui existe et sur ce plan, tous les points, la somme de leurs coordonnées est égale à 12, par exemple. C'est même pour n'importe quel nombre constant. Du coup, on a modélisé ce plan pour n'importe quel nombre de soldats. Donc ici, ça montre avec 12 soldats. Et puis là, ça serait tous les nombres possibles dont la somme est égale à 12, sauf qu'on ne peut pas mettre un nombre négatif de soldats. Donc on n'utilise que la partie
du plan où tous les coordonnées de chaque point sont positifs, d'où le triangle, le triangle qu'on voit là. Et puis, il faut tout ce plan, ça marche pas entièrement parce que il faut que le nombre de soldats dans le premier soit inférieur au nombre de soldats dans le deuxième, soit inférieur au nombre de soldats dans le troisième. Du coup, il faut encore restreindre le plan juste en voyant en fait où est-ce que X est inférieur à Y, où est-ce que Y est inférieur à Z, et bien sûr où est-ce que X est inférieur à Z, pour que l'on ait uniquement des combinaisons en ordre ascendant. Et c'est en fait ce qu'on a trouvé en divisant en restreignant le cadre de ce plan, c'est le triangle violet qu'on voit là. Où les points noirs représentent Où les points noirs représentent, en fait, leurs coordonnées sont des combinaisons qu'on pourrait jouer avec 3 terrains et 12 soldats. Donc, que des nombres entiers. Hein. Les coordonnées de ces points sont des entiers pour que vous puissiez utiliser ces solutions. Oui, mais après, dans les modélisations, ensuite, on n'a pas utilisé des nombres entiers parce qu'on n'a pas vraiment su comment le faire. Pour pouvoir généraliser, vous avez supposé que ce soit du continu pour que vous puissiez écrire vos équations. On a bien compris, c'était très bien expliqué, bravo. Je voulais juste revenir sur ce point pour qu'on comprenne bien la difficulté dans laquelle vous avez été et qui est évidemment une vraie difficulté, hein, c'est de passer du continu au discret ou du discret au continu, donc bravo. Vous touchez des problématiques mathématiques fortes. Vous avez développé plein de stratégies, bravo à vous. C'est une très belle méthode, en tout cas expérimentale. Et voilà. Et puis, parce que dans une question du sujet proposé, c'était une généralisation. Est-ce que vous avez essayé de changer le 12, puisque vous avez déjà là tout prêt? Est-ce que vous avez fait une représentation avec 12? Est-ce que si vous avez essayé d'autres choses, est-ce que ça a donné quelque chose? Oui, on a fait, je ne sais pas si on l'a ici. Non, mais c'est pas grave. Dites-nous juste, voilà, dites-nous juste. Sur GeoGebra, on a donc le plan qu'on a créé avec X plus Y plus Z égale le nombre de soldats. On peut mettre le nombre de soldats comme un slider. Et donc, voilà, on peut le déplacer. Donc, on voit le triangle qui se déplace et qui se transforme. Et c'est comme ça qu'on a remarqué cette droite. C'était que le meilleur score, juste en déplaçant et en regardant les airs, était toujours sur une droite. Et donc, oui, on a modélisé la situation avec plusieurs nombres de soldats. Mais on n'a pas pu le faire avec avec 4 terrains, parce que c'est en 4 dimensions. Donc, c'est difficile. Vous n'avez pas pu utiliser ça. Très bien. Je vais poser une petite question au groupe 1, s'ils sont toujours là. Oui. Oui. Alors, vous êtes très vite passé, mais il y avait une question très intéressante en statistique là, que vous avez abordée. Dans votre exposé, vous avez dit, est-ce qu'on peut revenir voilà, un peu sur votre tableau synthétique? Alors, avancez un peu dans votre tableau. Différence entre points et voilà, celui-ci. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous expliquer pourquoi finalement le 72% du 4-4-4 n'est pas plus intéressant que le 71? Alors oui, c'était pour nous la question la plus intéressante qu'on avait trouvée lorsqu'on rédigeait ces statistiques-là. C'était au niveau de la différence de points entre les deux, mais que la stratégie 4-4-4 avait un pourcentage de victoire plus élevé. En fait, ça avait un rapport avec le fait que la stratégie 2-5-5 rapportait un différent nombre d'égalités que le 4-4-4. Et vu qu'on perd un point, lorsqu'on perd et on gagne un point lorsqu'on gagne, c'est comme s'il y avait une différence de 2 à chaque fois. Par exemple, on avait regardé d'une autre manière, c'était que, par exemple, quand une équipe gagne ou quand le joueur gagne contre le robot, c'est comme s'il gagnait 2 points comparé au score du robot, parce que le robot, il en perd 1. Alors, on a une différence de 2 dans le nombre de points qu'a chaque groupe. Et lorsqu'il y a égalité, ce processus-là se nullifie complètement et on revient à 0 des deux côtés. Alors, c'était en rapport avec ça,
parce que même si on rapportait plus de points, ça ne voulait pas nécessairement dire qu'on gagnait plus de fois. Et en fait, c'était plus le nombre de fois qu'on gagnait par match et le nombre le manque le nombre de fois au final qu'on perdait aussi. Ça jouait un rôle très important. Et aussi, juste quelque chose que je veux expliquer, c'est qu'ils ont un peu mentionné les différents types d'aléatoires. Donc, il y a un peu un problème avec la façon dont on a créé notre code. Et ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est juste une différence entre la forme que le groupe 2 a fait, car ils ont fait avec, on choisit tout à la même fois, A, B et C. Mais nous, on a fait où on choisit le premier champ en premier, et après, ça affecte les champs. Ça affecte la probabilité d'avoir d'autres possibilités. Par exemple, là, pour le premier champ, il y a 5 possibilités, 0, 1, 2, 3 et 4. Et donc, ça, c'est un 1 sur 5 probabilité pour chacun de ces possibilités d'être choisi. Mais à la même fois, si on choisit 4, il y a seulement une possibilité qui le suit et qui est 4 encore. Donc, 4, 4 pour les deux premiers champs, une probabilité de 1 sur 5. Quand, par exemple, si on avait trouvé 3, on a 3, 4 pour le deuxième champ, mais on a aussi 3 et 6. Donc, 3, 4, 3 et 6 sont en probabilité plus basse que 4, 4. Donc, quand on a, dans le code Scratch qu'on a simulé 100 000 fois, il y a le 4, 4, 4 dans le hasard du... il est apparu beaucoup plus de fois que, par exemple, les uns avec 2, 1 ou 0 qui ont apparu beaucoup moins de fois. Donc, ça a créé un peu une différence qui crée cette différence de pourcentage et on a une plus grande pourcentage de victoire avec 4, 4, 4, 4, 4 que celui-là. Aussi, ce que Anatole a dit avant, genre en mots plus simples, c'est que c'est ça. La raison pourquoi le nombre de points est plus bas, c'est qu'il y a plus d'égalité dans 4, 4, 4 et il y a plus de pertes. Ça revient au tableau précédent, celui-là. Ouais. On a une égalité ou une différence d'égalité au moins. On peut voir que la stratégie 2-5-5, on voit qu'il y a plus d'égalité et plus au niveau des pertes, il y a un différent nombre de pertes. Voilà. Le même nombre de victoires. Oui, c'est ça. De pertes, là, 4 et 2, il y a plus d'égalité là. Et cette question du hasard qu'avait évoqué le deuxième groupe également, c'était assez intéressant pour nous lorsqu'on on s'est rencontrés pour comparer nos résultats au niveau des statistiques qu'on avait trouvées de notre jeu, parce que ça a évoqué notamment la question de ce qui était le hasard dans ce jeu-là, parce qu'ils n'ont pas exactement défini. Ils ont juste dit le robot choisit aléatoirement le nombre de soldats dans chaque champ de bataille en suivant les règles du jeu. Mais on pouvait voir très clairement que la manière dont nous avons défini le hasard dans notre code était différente de le leur. Mais au final, on avait les deux groupes trouvaient la même stratégie dominante qui était de 2-5-5. Alors, à la fin, la question initiale ou la réponse à cette question restait la même si les autres stratégies et la manière dont ils se comparaient étaient assez différentes entre nos deux groupes, même si ce n'était pas une question de vrai ou faux au niveau de la manière dont on a mesuré le hasard. C'est excellent et je pense qu'on va conclure sur tes mots qui à peu près reflètent toute l'image de votre recherche et magnifiquement intéressante de confronter des façons différentes d'aborder les choses et en même temps d'arriver à une réponse commune et dans laquelle vous avez fait des mathématiques impressionnantes. Voilà, vous avez touché à la notion de hasard et de l'interprétation. Donc, bravo, c'était magistral ce que vous avez fait. Donc, continuez surtout à faire des mathématiques comme ça parce que, voilà, vous avez un bel avenir. À continuer à vous amuser. Je vais juste, on va laisser la place au suivant, mais garder encore 2 secondes la parole pour remercier, si vous le voulez bien, je vais prendre la main. Voilà. Et juste, est-ce que j'ai encore la parole?
Oui, vous m'entendez très bien. Moi, je voudrais juste remercier, parce que c'est mon dernière intervention, je voudrais remercier Gilles Bailly-Maître, notre chercheur qui nous suit depuis des années, avec qui on n'aurait pas d'aussi beaux sujets. Donc, merci Gilles, et puis de l'animation de ce congrès avec toi aujourd'hui. Donc, je sais qu'il n'est pas là, mais il m'entend. Donc, voilà, on va tous remercier Gilles. Je sais que les élèves sont avec moi. Continue à nous faire des sujets aussi passionnants parce que voilà, ça nous amuse bien et d'être avec nous. Voilà, tu vois des élèves qui opine de la tête pour te dire merci, Gilles, et puis aussi un merci à Nicolas de toute l'organisation technique parce que voilà, c'est un gros congrès. Donc, c'est compliqué. Merci à tous les élèves, surtout de votre bonne volonté et de votre bonne humeur. Vous avez assuré. Donc, bravo à tous. Et puis, je vais du coup maintenant vous dire au revoir et donner la parole à Nicolas, je crois. Merci Au revoir beaucoup. à tous. Au revoir.